Salam alaikum. On continue avec le cours de VOIP, plus particulièrement. On entame le chapitre 2 qui est son titre. J'ai oublié de mettre le titre officiel, donc j'ai oublié le titre exact qui a été dicté par le programme. Donc ce cours traite la numérisation, la quantification, donc la numérisation et plus particulièrement la quantification des signaux analogiques et plus particulièrement la voix. Donc en émission les 4 opérations successives nécessaires à la numérisation de la parole, qu'elles soient téléphoniques ou non, sont l'échantillonnage, la quantification, le codage et la compression. L'échantillonnage, la quantification, on va les voir, vous les connaissez, on va les voir, le codage également, c'est le passage au binaire. La compression, c'est enlever tout ce qui est tout le volume d'information qui n'est pas nécessaire. Et on a vu ça dans le cours des normes et protocoles, et on a parlé de tout type de compression avec perte et sans perte. Et on a donné des exemples de normes telles que la norme FLAC, la norme WMA, la norme JPEG, etc., MP3, etc. Donc vous avez ici votre téléphone, votre voix analogique et les 4 opérations à l'émission qui sont l'échantillonnage, quantification, codage et compression. Vous avez un routeur et vous avez ensuite une encapsulation pour donner des paquets IP. À la réception, une désencapsulation, un routeur, une décompression, un décodage, un filtrage et la reconstitution du signal. Donc tout cela pour retrouver notre signal émis. Ok. La voix humaine est caractérisée par des sons voisés et des sons non voisés. Les sons voisés utilisent les cordes vocales et les sons non voisés utilisent le nez, la bouche, etc. Donc là, lorsque on prononce les noms A, O, I, U, D, G, V, Z, A, O, I, U, D, G, V, Z, si vous prononcez ces mots, vous mettez votre main sur la paume d'Adam, vous savez la petite bosse que nous avons sur le cou, la petite bosse, vous allez voir que ça vibre. A, O, I, U, D, Q, V, Z, essayez de le faire. L'amplitude de ces sons est 10 fois supérieure à celle des sons sourds ou non voisés, tels que le B, T, K, Phi, F, θ. D'accord? Là, on n'utilise pas vraiment les cordes vocales. D'accord? Donc, vous avez 2 types de sons, sons voisés et sons non voisés. Vous avez ici un exemple où le mot goat, qui veut dire chèvre ou bouc, maza, goat. Vous avez G, O, A sont des sons voisés. Leur amplitude est supérieure, 10 fois supérieure à celle des sons non voisés. Mais dans la réalité, on a plus de sons non voisés lorsqu'on parle. On utilise plus de sons non voisés que des sons voisés. D'accord? Donc les sons non voisés ont une entropie qui est élevée. On verra pourquoi on parle de ça. C'est pour définir par la suite le quantificateur non uniforme et de parler et pour parler également des lois A et des lois mu de compression. Donc on y reviendra. Le système téléphonique doit fournir une large gamme d'amplitude du signal. Donc lorsqu'on parle, nous avons une large gamme d'amplitude du signal. La largeur de la bande auditive est de 15 kHz. Donc c'est certaines sources disent entre 20 Hz et 20 kHz, d'autres disent 15 kHz. Le réseau téléphonique limite cette bande passante entre 0,3 et 3400. Donc si on fait la différence, on trouve une bande passante de 3,1 kHz. Pourquoi? Parce qu'on pense que dans cette plage de fréquence, coïncide avec la région de grande parole éligible. Donc lorsqu'on parle, généralement, les fréquences qu'on émet tournent autour de 300 et 3400. Le reste, entre 0 à 300 et 3400 à 4000, constitue des bandes de garde. Ça veut dire que si nous avons plusieurs communications par multiplexage fréquentiel, ces espaces, donc de 3400 à 4000, ça fait 600, si je ne me trompe pas. 3400 à 4000, ça fait 600 Hz, plus 300 Hz, ça fait 900 Hz. Donc vous avez ici 900 Hz, il commence une deuxième communication. Donc entre deux communications différentes, nous avons
4000 moins 3400 plus 300 de bande de garde. Je passe à une deuxième vidéo. Vidéo 2, suite du chapitre 2 sur la numérisation. Donc, ensemble, j'ai dit que ces bandes hors la bande de la voix, voice band, ces bandes-là sont des bandes de garde. On trouve, ensemble, ces bandes voice band et les bandes de garde, on trouve guard band, donc voice band plus guard band dans la voice channel, qui a une bande, largeur de bande de 4 kHz. Rappel sur la numérisation. Le principe de la numérisation du signal est de transformer une suite continue de valeurs en une suite discrète finie. C'est la conversion analogique numérique, analog to digital conversion. L'ADC consiste à des prélèvements de l'amplitude du signal échantillon à des instants significatifs. Donc nous avons une horloge, des tops d'horloge. Donc entre chaque top d'horloge, vous avez un signal carré, une période d'horloge. Donc on ne peut pas la décider ici. Donc ça c'est une période, une deuxième, une troisième. Donc à chaque impulsion, qu'est-ce qu'on fait? On ferme un interrupteur, puis on l'ouvre, on le ferme, on ouvre. Donc on obtient, au lieu de garder un signal continu que vous voyez ici en bleu, vous allez avoir des états, donc des niveaux de tension qui passent du négatif, des valeurs négatives vers des valeurs positives. La période d'échantillonnage égale 1 sur la fréquence d'échantillonnage. La période d'échantillonnage, c'est la largeur de ce niveau-là. Donc, elle est constante. L'intervalle d'échantillonnage ou fréquence d'échantillonnage, sampling frequency doit être constante, bien sûr. Donc, l'échantillonnage, il consiste à prendre des points du signal analogique au fur et à mesure qu'il se déroule. Donc vous avez ici un signal analogique, première impulsion, deuxième impulsion, troisième impulsion, quatrième impulsion, etc. Entre une impulsion et une autre, nous avons un état. Cet état, on lui donnera une valeur numérique. Sur 4 bits, sur 5 bits, sur 6 bits, tout dépend de l'application. D'accord ? Deuxième état, une deuxième valeur. Troisième état. Donc la quantification, première étape, c'est on prend des points du signal analogique au fur et à mesure donc il y a une prise de points analogique, une prise de points du signal analogique au fur et à mesure qu'il se déroule. Donc il est évident que plus la bande passante est importante, et plus il faut prendre d'échantillons, plus d'échantillons par seconde. D'accord? Donc plus la bande passante est grande, plus la fréquence d'échantillonnage est grande, plus la période de l'horloge est petite. Donc, lorsque la période d'horloge est petite, nous aurons quelque chose qui ressemble, ça c'est un système où la période d'horloge, par exemple, c'est juste pour comparer, est grande, et là c'est un système où la période d'horloge est petite. D'accord? En règle générale, pour numériser un signal, donc après on verra ce que c'est que le signal noir et le signal rouge. Le signal noir, c'est le signal original. Le signal quantifié, c'est le signal original plus l'erreur de quantification. On n'a pas encore parlé de l'erreur de quantification. D'accord? Je préfère laisser ça par la suite. En règle générale, pour numériser ce signal correctement, sans perte de qualité, il faut échantillonner à une valeur égale au moins à 2 fois la largeur de la bande passante. Donc vous avez, si la bande passante est BM, la fréquence d'échantillonnage est 2 fois la bande passante. Donc la bande passante de la voie téléphonique analogique est de 3100 Hz. Il faut l'échantillonner à 6400. La norme passe à 4000, c'est-à-dire à 8000 échantillons par seconde. Donc vous avez ici votre signal dans le domaine temporel. Si on le multiplie par les impulsions de l'horloge, on obtient des impulsions d'horloge à des niveaux différents. Donc il ne faut pas voir cette enveloppe, c'est comme la modulation, d'accord? Dans le domaine fréquentiel. Donc ce signal, il a une bande passante de moins Fmax à Fmax. Ok? Les impulsions, ce signal d'horloge, c'est un signal carré, donc il a une impulsion à F échantillonnage.
si on représente le spectre de manière symétrique, vous aurez F échantillonnage moins F échantillonnage, d'accord? Et le produit qui était dans le domaine, le produit qui est appliqué dans le domaine temporel devient une convolution dans le domaine fréquentiel. Donc la convolution nous donne une répétition du spectre de la parole de ce signal qui est une bande passante entre moins F max et F max. C'est une répétition. Si on ne choisit pas bien notre fréquence d'échantillonnage, on aura un phénomène de repliement spectral ou aliasing. Vous aurez ces bandes spectrales, elles vont se chevaucher. Ce phénomène, vous le connaissez. Donc, on peut ne pas représenter de manière symétrique. On peut dire que ce signal, il a un spectre entre 0 et F max. Ce signal d'horloge, il a un spectre FCH. Et la combinaison, l'échantillonnage, on aura des spectres qui se répètent. Il faut juste regarder la moitié supérieure. Ceci, 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 ceci. En pratique, il existe un certain nombre de fréquences d'échantillonnage. Il ne faut pas croire que c'est seulement 8 kHz. 8 kHz pour la qualité téléphonique. C'est-à-dire que on utilise pour les téléphones analogiques. Même, je crois, dans la deuxième norme de téléphonie mobile, dans la GSM, on utilisait 8 kHz. Et le signal, la voix a été filtrée entre 300 et 3100 et 3400, entre 300 et 3400. 22 kHz pour la qualité radio, c'est-à-dire pour les émissions radiodiffusion. 32 kHz pour la radio FM. D'accord? 44,1 kHz pour les CD professionnels, pour les compacts, pour l'audio professionnel. Et le top, c'est 48 kHz, à ma connaissance, pour les enregistreurs numériques multipistes professionnels. Donc, lorsqu'on fait un enregistrement numérique professionnel, on utilise un échantillonnage de la voix à 48 kHz. Au lieu de 8 kHz, on utilise 48 000 kHz. D'accord? Kilo, c'est en minuscule, et le H, c'est en majuscule. Donc, tout ça pour vous dire que il ne faut pas s'arrêter, se figer dans le 8 kHz. Ok? Pour certaines plages ou de la période d'échantillonnage, il apparaît le phénomène de recouvrement spectral ou aliasing. Pour éviter ce phénomène, il faut déterminer la fréquence maximale du signal analogique, F max. Donc, F échantillonnage doit être supérieur ou égal à 2 fois F max. On l'a dit tout à l'heure. La quantification. La quantification, c'est quoi? La quantification, c'est quantifier un signal analogique. Donc ici, nous l'avons quantifié comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça, etc. Il y a deux types de quantification. Quantification linéaire et non linéaire. Ces types de quantification est représenté par une courbe. Donc je vais anticiper un petit peu. Cette courbe, elle a un axe de sortie qui est la sortie numérique et un axe d'entrée qui est l'entrée analogique. Donc notre signal analogique, nous allons le découper en morceaux et pour chaque morceau, on donne un code binaire. Comme vous le voyez ici. Ici, nous avons choisi 2 à la puissance 3, ça veut dire 8 combinaisons. Donc nous avons utilisé 3 bits pour coder notre signal. C'est-à-dire 3 bits, c'est le nombre de bits, c'est la résolution comme nous allons le voir. Ok? Donc, la résolution qui est le nombre de bits, le pas de quantification et la précision d'un ADC. Donc, il y a le pas de quantification qui est celui-là. VS1, VS2, VS3, VS4, VS5, VS6, Q, 2Q, 3Q. Donc ça dépend si on compte directement, c'est-à-dire Q, 2Q, 3Q, 4Q. Ça c'est un pas. Nous allons le voir. Nous allons le voir. Donc nous avons un pas et nous avons la sortie. Donc le pas de quantification et la précision d'un ADC dépend du nombre de bits de sortie.
en sortie, notez n. Ce nombre de bits, on le note n. Ok? Donc, pour un ADC à n bits, excusez-moi, je suis un petit peu maniaque. Pour un ADC à n bits, le nombre d'états possibles en sortie est 2 à la puissance n. Si je choisis 3 bits, le nombre de sorties de notre ADC sera 8. Si je choisis 4 bits, ce sera 16. Si je choisis 5, ce sera 32. Ce qui permet d'exprimer des signes numériques entre 0 à 2 puissance n moins 1. Exemple, si n égale 3, alors je vais avoir des valeurs entre 0, 0, 0 et 1, 1, 1. Donc, soit on utilise le code binaire, soit on utilise le code de Gray. Généralement, on utilise le code de Gray. Donc, un ADC est caractérisé également par sa plage de variation acceptable de la tension analogique d'entrée, appelée tension pleine échelle ou full scale voltage, notée VPE. C'est quoi le full scale voltage? C'est la tension entre le min et le max. Donc, un ADC accepte un VPE, c'est-à-dire accepte une tension maximale entre une valeur minimale qui peut être négative et une valeur maximale qui peut être positive. Donc nous avons parlé de la résolution qui est le nombre de bits, la tension pleine échelle, ok, la résolution, la tension pleine échelle VPE, hein. Voilà, donc dans le cas d'un quantificateur uniforme, qu'est-ce que c'est qu'un quantificateur uniforme ou linéaire? C'est la sortie est liée à l'entrée par une droite. Un quantificateur non linéaire ou logarithmique, c'est quelque chose qui ressemblerait à cela. Regardez, ok, la sortie et l'entrée. D'accord? Par exemple, si le codage est fait sur 3 bits, donc nous aurons 8 étapes possibles. On définit le quantum. Le quantum noté Q comme étant la dimension de ces plages. Donc ces petites plages, hein, Q, 2Q, 3Q, 4Q. Quelle est la valeur de Q, hein? Q égale à VPE sur 2 à la puissance n. Si n égale à 3 et VPE égale 5 volts, vous pouvez faire le calcul. C'est 5 sur 2 à la puissance 3. Je vais vous donner des exemples. Voilà. Le Q est égal à 0,625 volts ou 625 millivolts. Ok? Dans le cas d'un quantificateur linéaire que je viens d'expliquer, non logarithmique, les tensions de ce threshold VSK pour K allant de 1 jusqu'à 2 à la puissance n correspondent aux transitions entre les codes de sortie. Donc, VS1 pour le code 00, VS2 pour le code 001, VS3 pour le code. Donc, entre 0 et VS, entre 0 volt et VS1, nous avons le code 00. Entre VS1 et VS2, nous avons le code 001. Entre VS2 et VS3, nous avons le code 010. Entre VS3 et VS4, nous avons le code 011. Donc, nous avons les threshold, désolé, et nous avons le quantum. Donc, nous avons le type de quantificateur linéaire ou logarithmique. Nous sommes maintenant dans le cas du linéaire. Nous avons la résolution qui est le nombre de bits. Nous avons le nombre d'états en sortie qui est 2 à la puissance n, qui est 2 à la puissance la résolution. Nous avons le quantum et nous avons le threshold. Ok? Alors, VSK égale K fois Q. Donc, c'est 1Q. Normalement, VS1, il correspond à Q. VS2 à 2Q. Là, c'est une autre forme, mais on peut déjà imaginer que VS1 c'est Q, VS2 c'est 2Q. Donc ici vous avez le code 000, ici vous avez le code 001, ici vous avez le code
0,1, 0, etc. Sauf il y a un petit décalage, je vous expliquerai par la suite pourquoi il y a ce petit décalage. C'est à cause des valeurs des sons non voisés qui se trouvent autour de 0. On verra ça par la suite. Donc vous avez les VSK dans l'ADC unipolaire, c'est-à-dire où les valeurs sont entre 0 et plus VPE. Un ADC bipolaire, c'est moins VPE plus VPE. L'axe des ordonnées, c'est toujours la sortie binaire. Entre les deux, vous avez aussi le threshold et les comptants. 1Q, 2Q, 3Q, VS1, VS2, VS3, c'est pas noté ici, hein. Ce n'est pas représenté ici, pardon. Donc ça c'est un ADC bipolaire, c'est-à-dire la tension varie de valeurs négatives à des valeurs positives. Et là vous avez un ADC unipolaire. La caractéristique d'un ADC unipolaire où la tension d'entrée est positive, hein, est représentée ci-dessous, pardon. L'amplitude est exprimée par rapport à une échelle finie. L'amplitude de l'échelle de quantification doit être suffisante pour reproduire la dynamique du signal. Le signal le plus fort moins le signal le plus faible. Donc, il faut qu'il y ait un bon choix de la quantification, de l'échelle de la quantification pour reproduire la dynamique. La dynamique, c'est quoi? C'est le passage de la valeur négative minimale, à la valeur maximale. Donc là, il faut qu'il y ait un bon choix pour trouver cette, comment dirais-je, pour trouver cette amplitude de l'échelle de quantification. Donc je vais vous expliquer par la suite. Dans la représentation ci-dessus, donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons les VSK par rapport au Q. Donc on peut avoir, j'ai fait exprès de laisser ce schéma, on peut avoir le VS1 qui s'arrête à Q, VS2 à 2Q, VS3 à 3Q, VS4. Comme vous le voyez ici, VSK égale Q, VS1 égale Q, VS2 égale 2Q, VS3 égale 3Q. Ce n'est pas le cas dans ce dessin. Pardon. Je répète, ici vous avez VSK. Le K varie de 1 jusqu'à 8, par exemple, si n égale à 3. VSK, VS1 égale Q, VS2 égale à 2Q, VS3 égale 3Q. Ce n'est pas le cas dans ce schéma. Ici, VS1 égale Q sur 2, VS2 égale 3Q sur 2, VS3 égale 5Q sur 2. J'ai juste un décalage. J'arrête pour passer à une autre vidéo. Donc, je pense que c'est clair. Le VSK, VS1, VS2, VS3 égale Q, 2Q, 3Q, 4Q. Dans ce type, nous avons la moitié, 1 demi de Q, 3 demi de Q. C'est pas méchant, c'est juste une représentation. Donc, j'ai changé pour cet exemple cette formule, celle-là, par celle-là. D'accord? VSK prend les valeurs 1 demi de Q, 3 demi de Q, 5 demi de Q, 7 demi de Q, etc. Alors, le Q égale à quoi? Le quantum égale, on l'a dit tout à l'heure, la tension pleine échelle sur le nombre, sur 2 à la puissance la résolution. La résolution est 3, la tension pleine échelle c'est VPE, donc c'est VPE sur 2 à la puissance n. Si VPE égale à 5 volts, c'est-à-dire la tension pleine échelle est de 5 volts, c'est-à-dire que notre ADC n'accepte pas des signaux plus de 5 volts. Il faut être clair, hein. Dans les exercices, vous allez voir un ou deux exercices comme ça. VPE, c'est tension pleine échelle qu'accepte l'ADC. Ok? Donc ici, elle accepte de 5 volts. La résolution est de 3 bits. Le quantum est de 5 sur 2 sur 8, c'est 0,625 volts. Ça veut dire 625 millivolts. Et les VSK, threshold voltage, les values sont 1 demi de Q, 3125
9.375, plutôt 0,31, 0,93, 1,56, 2,18, 2,81, 3,12, jusqu'à 5. Donc, on s'arrête à 5. Donc, vous avez K égale 7. Regardez, K égale 7, c'est 13 demi de Q. C'est 4, donc, si on regarde l'image, 1 demi de Q. Q, il est là. 1 demi de Q, c'est 1 demi de 0,625 millivolts. C'est la moitié, c'est 0,6. C'est la moitié de 0,625 millivolts, c'est 0,3125 millivolts. 1 demi de Q, il est là. 3 demi de Q, il est là. C'est 0,9375. 5 demi, c'est 1,5625. 7 demi, c'est 2,18. 9 demi, c'est 2,81. Et 6 demi qui est égal à 3. 6 demi, c'est 3. Q, 6 demi de Q. 6 demi c'est 3. 3 fois Q, c'est 3, donc on est à 6 demi, c'est-à-dire, donc qu'est-ce qu'on a dit? Pardon, 11 demi. Pardon, 11 demi, c'est pas 6. 11 demi, donc K égale 7. Donc 7, 2 fois 7, 14, moins 1, ça fait 13 demi. Donc, à 13 demi, nous avons, ici, nous avons le VS7. VS7, c'est 4,0625. Quelle est la valeur maximale à atteindre? C'est la valeur 5 volts. Donc, il ne faut pas qu'on dépasse 5 volts. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste quoi? Il reste 1 demi de Q plus, regardez. Donc, entre 13 demi et comment dirais-je? Donc, entre 13 demi et VPE, nous avons 13 demi de Q plus 3 demi de Q. Donc, ça, c'est l'espace qui reste pour atteindre VPE. Bon, c'est un exemple un petit peu difficile, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre pour le moment? Il faut comprendre que vous avez les tensions de seuil, threshold, vous avez le quantum, vous avez la tension pleine échelle et vous avez la sortie qui est notre sortie numérique, d'accord? Par exemple, vous avez ici un exemple pour la résolution, qui est le nombre de bits d'un ADC. Plus la résolution est élevée, plus la sortie numérique est une image précise du signal analogique d'entrée. Donc, si vous avez, plus vous augmentez le nombre de bits, plus vous avez, si on augmente le nombre de bits, ça veut dire qu'on va partager notre quantum, hein, sera petit, donc cette valeur sera très petite, hein, et donc si la valeur est très petite, donc ces valeurs, les thresholds seront rapprochés les unes des autres. Les VS1 sera très proche de VS2, et ici on aura plus, donc ici on aura, au lieu de 3 bits, on aura 4 ou 5 ou 6 bits. Donc plus on monte dans la résolution, plus nous avons une reproduction presque parfaite du signal une fois reconverti en analogique. Donc, rappelons que le signal était analogique, puis numérisé. Après numérisation, on revient au signal analogique. Plus la résolution est grande, plus le quantum est petit, et plus l'opération d'échantillonnage est fidèle. D'accord? Donc ici, vous avez une tension VPE de 5 volts et vous avez plusieurs cas de résolution. Si j'utilise 8, c'est 19,5. 3, nous avons l'exemple de 3. Si j'utilise 3 bits, nous avons 0,625. Si j'utilise 8 bits, c'est 19,5 millivolts. Si j'utilise 10 bits, c'est 4, donc ça diminue. Plus on monte, plus ça diminue. Si j'utilise 14 bits, c'est 305, microvolts. Salam alaikum. On continue avec le cours sur la VOIP et sur les convertisseurs analogiques numériques. Donc nous sommes arrivés au cas d'un quantificateur linéaire. Donc nous avons parlé de du quantum qui est la tension pleine échelle sur 2 à la puissance n, où n représente la résolution, c'est-à-dire le nombre de bits utilisés dans notre convertisseur analogique numérique. Nous avons parlé aussi des thresholds,
hein, ou tension de seuil, les VSK égale K fois Q, avec K un nombre entier, donc VS1 égale à Q, VS2 égale à 2Q, VS3 égale à 3Q, etc. Donc, jusqu'à trouver la valeur VPE, parce que les VSK sont des fragments de même valeur ou bien des tensions de même valeur. En les sommant, on retrouve notre VPE, d'accord? Donc, la tension d'entrée pleine échelle est divisée en petites tensions appelées les VSK. Dans la configuration de ce schéma, les VSK ne sont pas égaux à K fois Q, mais égaux à 2K moins 1 sur 2 fois Q. Donc, c'est pas vraiment un problème, d'accord? Donc, au lieu que le VS1 commence à Q, il commence à Q sur 2. Ça doit être sûrement en relation avec le code 00, qui doit être limité à des valeurs autour de 0, bien autour de 0. Si vous regardez ici, donc c'est comme si on réservait le premier code. Bon, ici c'est pas 00, 00 c'est le premier, c'est la partie la plus négative. Donc c'est comme si on réservait ce code pour des valeurs le passage par 0, et donc on réserve ce code pour le passage à 0. Donc il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de valeurs qui ont le code de passage par 0. Si on voit ici, donc je pense que le code 00 est réservé pour quelques valeurs. Ensuite, nous avons le code 01. Bon, je n'ai pas la bonne réponse, mais je pense que c'est comme ça. Et avec le temps, je vous dirai quelle est la bonne réponse. Donc, nous avons ici calculé toutes les valeurs. Hein. Si c'était une configuration où VSK égale à KU, c'est-à-dire KQ, pardon, vous avez Q, VS1 égale à Q, VS2 égale à 2Q, VS3 égale à 3Q, il aurait fallu 8 fois la huitième itération pour tomber sur 5 volts, parce que le VPE est 5 volts. Donc, on ne peut pas dépasser 5 volts. Donc, les VSK, les tensions de seuil, sont une division, sont des parties de la tension totale. Donc, la tension totale, pleine échelle, a été divisée en morceaux. Donc, nous avons donné ici un exemple, plutôt quelques exemples, où l'on voit que plus la résolution est grande, plus le quantum est petit. Le quantum est petit, ça veut dire le Q se rapproche de 0. Donc, ici, vous avez un axe où vous avez 14 bits, c'est-à-dire 14 combinaisons de bits. Alors, imaginez 0, 0, 0, 0, 14 fois, 0, 0, 1, 0, 0, 0 jusqu'à 1, 14 fois. Et plus le quantum est petit, plus donc plus la résolution est grande, et plus là, il y a une précision dans la conversion analogique numérique et numérique analogique. Ok? Donc, cet exemple, c'est pour VPE égale à 5 volts. Et vous avez plusieurs cas de résolution. Ok, donc dans le cas standard de codage de la parole, une quantification de 13 bits, donc généralement, par exemple dans le GS1, une quantification de 13 bits à 8 kHz est le minimum requis pour reproduire avec précision une représentation numérique de la gamme complète des signaux de la parole. Donc dans la parole, il faut au moins une résolution de 13 bits et une fréquence d'échantillonnage de 8 kHz pour avoir une bonne représentation numérique du signal. L'ADC bipolaire, donc nous sommes toujours dans le cas d'une quantification linéaire. Donc vous avez une droite entre la sortie et l'entrée. La sortie, ce sont des bits, et l'entrée, c'est la tension. Le maximum de l'entrée, c'est le VPE. Ici, dans ce cas-là, c'est VPE sur 2, moins VPE sur 2, VPE sur 2. Et le maximum de la sortie, c'est la dernière combinaison selon la résolution. Si j'ai 3 bits, ça sera 1, 1, 1, 1. D'accord? 3, 1, pardon. Bien souvent, un même CAN peut être configuré également en mode bipolaire, ça veut dire de façon à accepter une tension analogique d'entrée négative et positive. La plage de variation est alors symétrique. Ce n'est plus 0 VPE, mais moins 1,5 de VPE jusqu'à 1,5 de VPE. Donc, j'insiste sur ces détails, sur le fait, sur le Q, les Q, les VPE, les VSK, etc. parce que ce sont ces détails-là que vous allez utiliser dans les exercices. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une erreur de quantification? Donc, on quantifie un signal, c'est-à-dire on passe d'un signal analogique à
à une quantification, donc déjà on perd de l'information, donc ensuite on numérise. Avant de numériser, il y a une erreur dans le processus de quantification. Ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Alors, le processus de quantification introduit une erreur de quantification dans le signal numérique. Elle est comprise entre 0 et Q. Par exemple, si VPE égale à 5 volts et N égale 3 volts, alors Q égale 0,625 volts ou 625 millivolts, et l'erreur sera comprise entre 0, peut prendre des valeurs de 0 jusqu'à 0,625 millivolts, c'est-à-dire 0,1, 0,2, 0,15, 0,25, elle ne dépasse jamais 0,625 millivolts. Pourquoi? Regardez. C'est quoi l'erreur de quantification? Vous avez votre signal analogique, hein, et vous avez une quantification. Pour les parties qui se trouvent entre 0 et Q sur 2, c'est le VS1, le signal est quantifié à ce niveau-là, 0,00. Pour les parties entre VS1 et VS2, c'est-à-dire entre Q sur 2 et 3Q sur 2, le signal est quantifié à ce niveau-là. Entre 3Q sur 2 et 5Q sur 2, le signal est quantifié à ce niveau-là. Donc, on a transformé, par exemple, dans ce cas-là, qui est l'exemple, alors entre VS2 et VS3, regardez bien, entre VS2, où est VS2, qui est 3Q sur 2, et VS3, qui est 5Q sur 2, normalement VS2 c'est 2Q, VS3 c'est 3Q, mais dans cet exemple spécifique, on a changé de formule, d'itération. Donc, entre ces deux valeurs, nous avons notre signal analogique et sa quantification. L'erreur de quantification, c'est la valeur absolue de ce signal moins la partie quantifiée, sa quantification, si ça peut se dire. Donc, en principe, le signal, il est comme ça, d'accord? Et on l'a quantifié par une droite. Imaginez si on avait plus de bits. Si on avait plus de bits, cet espace serait plus petit. Donc, cette portion de la courbe serait presque, elle ressemblerait presque à un palier. On appelle ça un palier. Ils seront confondus, d'accord? Donc, plus le nombre de pas, plus la résolution est grande, plus il y a confusion entre le signal analogique et le signal quantifié. Ensuite, la numérisation, c'est pas un problème. C'est juste donner un code. Si c'est des valeurs négatives, il faut faire le complément à 2 plus 1. Si ce n'est pas des valeurs négatives, il faut coder de la manière la plus normale. Donc, l'erreur de quantification, c'est la différence entre le palier, hein, la valeur quantifiée, et le signal. D'accord? Donc, ainsi, tous les signaux analogiques compris entre VS2 et VS3, par exemple, sont représentés par le code 0, 1, 0. Donc, tous les signaux, tous ces points-là sont représentés par 0, 1, 0. Donc, tous ces signaux, donc si on prend de la moitié, hein, tous ces signaux entre VS2 et VS3 sont représentés par 0, 1, 0. Tous les signaux entre VS1 et VS2 donc, sont représentés par, donc toute cette partie est représentée par 0, 0, 0, 0, 3, 0. Toute cette partie est représentée par 0, 0, 1. Toute cette partie est représentée par 0, 1, 0. Ok? Si on assimile l'erreur de quantification à un bruit, alors on montre que la puissance de ce bruit pour un radicien linéaire vaut, on montre, hein, donc elle vaut, hein, je vais zoomer un petit peu, vaut Q2 sur 3 VPE au carré sur 3 fois 2 à la puissance n. D'accord? Alors, pourquoi on a dit que l'erreur de quantification est comprise entre 0 et le quantum, hein? Je vous laisse réfléchir à cette question. Pourquoi? Pourquoi il ne dépasse pas le quantum? Je vous laisse réfléchir à cette question. Alors, le bruit de quantification pourrait être réduit en augmentant le nombre d'intervalles de quantification. Hein?
le nombre d'intervalles de continu. Mais des limitations pratiques obligent le nombre d'intervalles à ne pas dépasser une certaine valeur. Donc, on ne peut pas augmenter la résolution indéfiniment parce que nous avons des limites pratiques qui ont trait ou qui ont un rapport avec les composants électroniques. Je passe à une troisième vidéo. Dès que la résolution est supérieure à 6, pour un signal pleine échelle, triangulaire, donc ce qui m'intéresse le plus, c'est cette partie-là. Donc nous allons travailler dans les cas qui suivent, c'est-à-dire dès que la résolution est supérieure à n égale à 6, pour un signal, quel signal? Pour un signal pleine échelle, triangulaire, sinusoïdal ou autre signal pouvant être assimilé à un signal sinusoïdal. Donc dans les exercices, bien, on assimile des signaux à un signal sinusoïdal. Cette formule que nous allons voir est valable pour un signal triangulaire, un signal sinusoïdal ou un tout autre signal qui pourrait être assimilé à un signal sinusoïdal. On verra ça en TD. Dès que n est supérieur à 6, la formule est la suivante. C'est la formule qu'il faut retenir généralement pour les exercices. Puissance du bruit égale à Q2. Q2 sur 12, on ne va pas travailler avec Q2 sur 3. Vous vous rappelez, on a parlé de Q2 sur 3. On ne va pas travailler avec Q2 sur 3 lorsque la résolution est supérieure à 6. Lorsqu'elle est inférieure à 6, on travaille avec Q2 sur 3. Lorsqu'elle est supérieure à 6, on travaille avec Q2 sur 12. Le rapport, donc dans ce cas, donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la puissance du bruit. Pourquoi on cherche la puissance du bruit? Pour calculer le rapport signal sur bruit. Le rapport signal sur bruit est égal à quoi? Est égal à la puissance du signal sur la puissance du bruit. Nous avons ici la puissance du bruit. Donc la démonstration de cette formule est un petit peu compliquée. Donc j'ai jeté un coup d'œil sur un site américain et je vois qu'il y a des choses où on doit faire appel à des statistiques, des moyennes, etc. Donc c'est quelque chose où il faut être vraiment avoir des connaissances pointues en calcul de moyenne, etc. D'accord? Donc la puissance du bruit, il faut retenir que lorsqu'on fait une quantification, l'erreur entre le signal d'origine analogique et les valeurs quantifiées est appelée bruit. Ce n'est pas le bruit additif gaussien qu'on retrouve en réception, mais c'est un bruit déjà qui se trouve au niveau de l'échantillonneur ou bien au niveau de le convertisseur analogique numérique. Donc déjà nous avons un bruit de quantification. Donc, la puissance du bruit qui n'est pas démontrée dans ce cours est égale à Q12 sur 2. Q2 sur 12. Le rapport signal sur bruit, c'est quoi? C'est la tension du signal, qui est un sinus ici, sur la tension du bruit. Alors, la tension efficace d'un sinus, c'est Vmax sur racine de 2. Le Vmax, c'est quoi? Le Vmax, c'est quoi? C'est le VPE. Vous avez une sinusoïde, une sinusoïde. La tension pleine échelle, elle va de l'alternance supérieure à l'alternance, de l'alternance positive à l'alternance négative. Donc la différence entre le pic de l'alternance positive moins la valeur du pic négatif nous donne la tension VPE, pleine échelle, pic to pic. D'accord? Donc, la tension maximale n'est autre que la tension pleine échelle divisée par 2. En efficace, on divise par racine de 2. Ok? Ok? Donc, la tension efficace d'un sinus, c'est VPE sur 2 racine de 2. Or, Q égale VPE sur 2N. On peut remplacer VPE par Q fois 2N. Donc VPE sur 2 sur Q fois 2N moins N. Donc la tension efficace d'un sinus est égale à quoi? Est égale à Q fois 2 à la puissance N moins 1 sur racine de 2. La puissance du bruit, idem, on ne va pas la démontrer.
la puissance du bruit, c'est la racine. La tension efficace du bruit, c'est la racine de la puissance du bruit. C'est Q sur racine de 12. D'accord? Donc ici, on suppose qu'on divise avec une charge. Donc la puissance, normalement, c'est ici la puissance c'est divisé par R1. Donc la R ici est normalisée. Donc vous avez V efficace sur V efficace du bruit et vous avez V efficace du sinus. D'accord? Le rapport, c'est quoi? C'est le V efficace du sinus sur le V efficace du bruit. Si on fait le rapport, nous allons trouver 2 à la puissance n-1 sur racine de 2 multiplié par racine de 12. Le SNR, donc ça fait racine de 6. Donc, racine de 6 en décimale, le SNR c'est racine de 6 fois 2 à la puissance n-1. Le N, c'est la résolution. Le SNR en dB, c'est 20 log, puisqu'on travaille avec des tensions. Et ça sera égal à ceci. D'accord? Nous avons ici un exemple. Exemple. Donc, pour VP égale 5 volts, N égale 14, Q égale 3, le compteur est 305 microvolts et le SNR est de 86 décibels. Bonjour, quand j'ai revu la vidéo, oui, j'ai vu que ma caméra était décalée, donc je vais faire un rappel de ce que j'ai dit sur cette vidéo, d'accord? Donc on a vu, je ne sais pas d'où elle commence, on a vu ce que c'est qu'un ADC unipolaire, c'est-à-dire qu'il va de 0 jusqu'à VS, jusqu'à VPE, la tension pleine échelle. On a vu qu'on partage cette partie de la tension qui est sur l'axe des abscisses, sur l'axe des Y. Rappelons, nous avons la sortie binaire. Hein. Donc, ce qu'on appelle ceci, c'est la quantification. Donc, on donne des quanta, on donne des niveaux de tension. Ça, par exemple, entre 0 et Q, nous avons 0, 0, 0. Toutes les tensions qui se trouvent entre 0, entre Q et 2Q, nous avons 0, 0, 1, etc. Et ça monte. Ici, ils ont choisi la moitié de Q pour représenter 0. Ça doit être à cause du fait qu'il ne faut pas donner beaucoup de valeurs 0, 0 à des tensions qui sont nulles autour de 0. Je ne sais pas, je vais vérifier. Je dis ça comme ça, mais ça peut ne pas être juste. Donc, je vais vérifier. Donc, on a vu ce que c'est qu'un ADC bipolaire, unipolaire. Ensuite, on a vu ce que c'est qu'un ADC bipolaire. Donc, c'est moins VPE, VPE. D'accord. On a vu que ce que c'est que l'erreur de quantification. L'erreur de quantification, c'est quoi? Hein? Donc, c'est toujours la caméra qui est mal ajustée. Hein? Donc, l'erreur de quantification, c'est quoi? C'est l'erreur entre ce que nous avons quantifié et c'est la différence entre ce que nous avons quantifié et le signal. Donc, notre signal analogique, qui est une forme qui évolue, une tension qui évolue dans le temps, et notre signal quantifié, c'est des niveaux. Donc, la différence en valeur absolue, c'est la différence entre le signal analogique et le valeur quantifiée. C'est ça l'erreur. D'accord? Donc, l'erreur ne peut prendre que des valeurs entre 0, aucune erreur, ou bien jusqu'à la valeur du comptant, c'est-à-dire entre VS1, VS2, VS2, VS3. Donc, ne peut pas dépasser cette valeur. On verra ça en TD, d'accord? Ok, donc, ainsi, tous les signaux analogiques entre VS2 et VS3, par exemple ici, VS2, VS3, tous les signaux analogiques entre VS2, donc toute cette partie entre VS2 et VS3, regardez, sera quantifiée par 0, 1, 0. Ok? Donc, le signal était comme ça et on l'a rendu comme ça. Donc, il y a une erreur dans ce procédé. Ok? Maintenant, si on assimile l'erreur de quantification comme un bruit, donc nous avons un bruit qui va s'additionner au bruit gaussien, bruit blanc gaussien. Donc, nous avons déjà un bruit qui est dû à la quantification. C'est l'objet des TD. Les TD, dans les TD, les exercices, nous allons calculer ce bruit et nous allons faire d'autres exercices relatifs aux lois de quantification non linéaires, telles que la loi A et la loi mu. Donc ici, le bruit de quantification, on montre que le bruit de quantification est égal à Q2 sur 3. Q, c'est VPE sur 2N.
de n, petit n, c'est la résolution, c'est le nombre de bits en sortie. VPE au carré, donc c'est Q au carré sur 3, c'est VPE au carré sur 3 multiplié par 2 à la puissance de n. Le bruit de quantification pourrait être réduit en augmentant le nombre d'intervalles de quantification. Ok? Donc si on augmente le nombre d'intervalles, on augmente n, et vous avez ce bruit qui peut être quantifié. Plus on augmente le n, plus le bruit est minime. Moins les limitations pratiques, mais il y a des limitations pratiques, donc on ne peut pas augmenter indéfiniment la résolution. Voilà, dès que la résolution est supérieure à 6, donc généralement on travaille avec une résolution supérieure à 6, hein, donc dans les exercices et tout, on travaille avec une résolution qui est supérieure à 6, hein, ok. Pour un signal pleine échelle, triangulaire, sinusoïdal, tout autre type de signal assimilé à un signal sinusoïdal, hein. Donc, dès on est dans ce cas, c'est-à-dire un signal qui ressemble à un signal sinusoïdal triangulaire et que le nombre de bits est supérieur à 6, la puissance du bruit est Q2 sur 12. Donc, on travaille avec Q2 sur 12. Alors, le rapport signal sur bruit est calculé de la manière suivante. Donc, c'est la valeur efficace du sinus ou de la tension qui ressemble au sinus sur la valeur efficace du bruit. La valeur efficace du sinus, c'est VPE, c'est Vmax sur racine de 2. Et Vmax n'est autre que VPE sur 2 parce que vous avez une sinusoïde, VPE pleine échelle, donc Vmax c'est la pleine échelle sur 2. Donc si on développe le calcul, on trouve que la valeur efficace du sinus, c'est Q multiplié par 2 à la puissance n-n sur racine de 2, qu'on peut appliquer, retenez ça, pour des tensions. Dans les exercices, vous allez voir qu'il y a des fonctions ou bien des signaux qui ressemblent au sinus, donc cette formule reste valable. La valeur efficace du bruit, c'est la racine carrée de la puissance du bruit, c'est Q2 sur 12. Hein. Donc ici, on a négligé les termes de résistance. Donc quand on va diviser, les résistances on en a normalisé par rapport à une résistance égale à 1. Donc V efficace du bruit, c'est Q sur racine de 12. Le SNR, hein, est égal le rapport entre la tension du sinus, la valeur efficace du sinus et la valeur efficace du bruit, qui est égale à racine de 6 qui multiplie 2 à la puissance n. Le SNR en dB, la formule la plus utilisée, c'est celle-là, c'est 6.021 plus 1,16. Vous pouvez démontrer tout ça, hein. Ok. Donc exemple, si le VPE égale 5 volts, n égale 14 et Q égale 3, donc Q égale VPE sur 2 à la puissance n, le SNR est de 86 décibels. Le rapport signal sur bruit est de 86 décibels. Ça veut dire que le bruit ici n'affecte pas beaucoup le signal. Hein. L'erreur de quantification peut être atténuée, hein, en minimisant la largeur d'intervalle tout en respectant le nombre de bits. D'accord. Plus la résolution est grande, moins d'un convertisseur analogique numérique est élevé. Plus la résolution et le nombre de bits est grand d'un canne, plus l'erreur de quantification est réduite. Regardez ici, vous avez votre signal et vous avez ici les quantas, les valeurs des quantifications, hein. Donc ce signal est en quelque sorte transformé en un signal qui est carré, qui évolue sur l'axe des Y, hein, l'axe vertical. Donc si on diminue, hein, si on augmente le nombre de bits, ces carrés vont être presque confondus avec ces valeurs quantifiées vont être presque confondues avec la tension analogique. J'arrête.